Bonjour jeunes et fringants bipèdes, donc petit aparté pour vous présenter cette nouvelle série qui va être sur les prix Masuda. Cette vidéo va être plus longue que les autres parce que dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est le prix Masuda. J'en profite aussi pour vous rappeler, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner et de mettre la cloche parce que je ne sais jamais exactement combien de temps vont prendre chacune vidéo. Et ça vous permettra d'être notifié quand une nouvelle vidéo sortira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Avant de parler du prix Masuda, il faut parler du joueur qui porte son nom, Kozo Masuda, qui est né le 21 mars 1918, il est devenu pro à 18 ans en 1936, ensuite la guerre a forcément affecté sa carrière, il a été 2 fois Meijin et 3 fois Osho, à savoir que les titres étaient beaucoup plus rares que maintenant. Il y en avait 3, un qui n'existe plus maintenant, et il a obtenu les 3 en même temps, ce qui était assez prodigieux pour l'époque. C'est également lui qui a plaidé la cause du shogi devant le commandement suprême des forces alliées, qui était l'administration militaire qui était en charge de l'occupation du Japon, et qui essayait de bannir tous les éléments qui pouvaient ramener à un Japon féodal. Il a d'ailleurs obtenu la médaille au ruban pourpre, qui est la médaille d'honneur de ceux qui ont contribué au développement des sciences et des arts par la clarté de leurs publications. Il n'a jamais pris sa retraite et est mort en 1991 en étant un joueur encore actif. Il était considéré comme extrêmement créatif, et Abu dira de lui qu'il avait 30 ans d'avance sur son temps, et qu'il était à l'origine du jeu moderne. En 1994, soit 3 ans après sa mort, la fédération japonaise a créé ce prix, le prix Masuda, qui n'est pas réservé aux professionnels, et elle récompense les joueurs qui ont apporté une contribution exceptionnelle au développement et à l'évolution des ouvertures au shogi. Notre premier lauréat en 1994 est Kunio Naito. Il est né le 15 novembre 1939, il est devenu pro en 1958, il est 9 dan, ce qui est le plus haut qu'on peut atteindre, et il a gagné 4 titres, 2 fois le Kisei et 2 fois l'Oi. Et enfin, il a pris sa retraite de joueur pro en 2015. Il est encore vivant à l'heure où je tourne la vidéo, et peut-être que si vous allez au Japon dans les événements shogi, vous aurez une chance de le croiser. Son prix Masuda a été décerné pour une nouveauté théorique qu'il a trouvée dans le Joseki du Yokofudori, ce qui lui a permis de battre Makoto Nakahara, que nous verrons d'ailleurs dans la prochaine vidéo, lors de son premier titre de Kisei en 1969. Pour comprendre la contribution théorique qu'il a apportée, il faut comprendre un petit peu le Yokofudori, alors je vais vous expliquer ça. Yokofudori, ça veut dire prise du pion de côté. Alors l'idée est vraiment très très vieille, c'est qu'on va essayer d'attaquer avec ce pion devant la tour, donc en tour fixe, et admettons, alors, s'il joue un coup comme ça par exemple, s'il défend pas, si on défend avec l'or, l'idée ce serait de pousser, de prendre, et puis lorsque l'adversaire reparachute, au lieu de rentrer, on prendrait ce pion de côté. Alors pendant très longtemps, ce genre de coup a été considéré comme assez mauvais. Dans l'exemple d'ailleurs que j'ai montré là, ce serait probablement même peut-être perdant à cause de l'échange de fous et du coup de cette fourchette. Mais ça dépend réellement des positions, mais c'est l'idée principale. Alors maintenant, quand on parle de Yokofudori, et ce dont je vais parler de la vidéo, ça considère une seule séquence d'ouverture, un seul Joseki, c'est en double tour fixe, donc les deux joueurs jouent la tour fixe, on pousse une deuxième fois. Alors ici, je vais vous expliquer très rapidement, on doit jouer ce coup-là, pour protéger 2 fois le fou. Si on le fait pas et qu'on attaque de suite, on va avoir encore un problème à cause de cet échange de fous et de cette fourchette. Alors ce n'est pas une fourchette absolue, hein. Alors on pourrait prendre le cavalier, mais en fait ça va pas être très très intéressant, parce que un argent déjà vaut plus que un cavalier, et l'autre chose c'est que notre dragon va être très instable, et pourrait être échangé probablement au prochain coup quand l'adversaire va vouloir jouer ça. Donc ça c'est une position qui est pas très intéressante pour Sente, donc l'autre coup qu'il pourrait faire pour défendre du coup son argent, ce serait de revenir avec la tour, qui défend du coup l'argent, mais là il y a un coup qui est embêtant, c'est ce coup là. Ce qu'on menace c'est de faire tokin au prochain coup. Alors bien sûr on peut pas prendre parce que l'argent est en l'air,
Et en fait, on ne peut pas défendre encore cette case à nouveau, parce que toujours cet argent ne serait plus protégé une fois qu'on a obstrué la défense de la tour. Des choses qui pourraient être possibles, c'est peut-être de jouer ce genre de choses, mais ensuite la tour pourrait venir et on va commencer à attaquer. Donc vous avez à mon avis des vidéos qui expliqueront plus en détail ce coup-là, parce qu'il y a tout un tas de subtilités avec par exemple un parachutage de fou ici pour défendre encore cette case. Je mettrai les liens hein, bien sûr à chaque fois pour les joueurs qui décident de creuser un peu plus les variantes. Donc on va revenir hop, à cette position critique où le joueur donc décide de jouer ça pour protéger 2 fois le fou. L'adversaire fait la même chose, on pousse le pion, on prend. Et là donc il y a plusieurs écoles, pendant très longtemps les joueurs ont joué ce coup là. Et ici on pouvait jouer Yoko Fudori. Alors ça a eu une très mauvaise réputation pendant fort longtemps. Cette position là d'ailleurs a été déjà atteinte il me semble au cours du XVIIe siècle. Et c'était considéré comme assez mauvais. Alors il y a même un proverbe japonais, alors il y a de nombreux proverbes sur le shogi, et il y en a un en particulier là sur la prise des pions de côté. On dit que prendre un pion de côté, c'est comme d'arracher une ortie à main nue. Donc ça veut dire que on va se faire mal. Pourquoi est-ce que les gens disaient ça? Alors c'est vrai que la tour ensuite, lorsqu'elle prend ce pion de côté, a beaucoup moins de mobilité. Hein. Toutes les cases horizontales sont contrôlées par la chaîne de pions. Donc c'est un problème, et celle qui n'est pas contrôlée par la chaîne de pions, il y a également la tour. Et finalement, il va avoir du mal à revenir dans une position en sécurité. Ces 2 seuls cas, ce serait ça, et puis si vraiment il est embêté, il va falloir qu'il perde beaucoup de temps pour réussir à revenir en sécurité. Donc ce genre de position était regardé comme pas très intéressante pour Sente, enfin pour le camp d'ailleurs qui prenait le pion de côté, donc qui faisait le Yoko Fudori. Ça a changé en fait lorsque il y a eu le tournoi pour le premier Meiji non héréditaire, qui a été gagné du coup par Yoshio Kimura, qui en fait lui prenait le pion de côté et qui a gagné toutes ses parties en prenant le pion de côté. Donc à partir de ce moment-là, donc c'est les années 38, je crois, c'est dans la fin des années 30, cette prise de pion de côté est devenue très populaire. Au début, dans cette position, et c'est probablement le coup auquel vous avez réfléchi si vous aimez regarder les fourchettes entre la tour et puis d'autres pièces, c'est ce coup-là qui était souvent joué avec cette idée de fourchette ici. Alors c'était un coup qui est très ambitieux. Pendant un petit moment, il y a des gens qui pensaient que ça avait réfuté la variante, donc ça c'est avant bien sûr la révolution de Yoshio Kimura. Et certains joueurs donc jouaient ça, effectivement ça donnait une partie extrêmement plaisante en fait pour Goté, qui avait réussi à faire une tour et puis à récupérer une tour contre un fou, et en plus qui menaçait des choses et qui allait avoir son dragon relativement facilement. Alors, la grosse nouveauté entre guillemets, enfin, qui a été amenée à un moment, c'est que dans cette position là, il fallait sacrifier la tour. Alors il y a 2 coups qui sont à peu près jouables. Le meilleur coup, c'est cet argent qui prend. Et ensuite, bien sûr, on va protéger notre argent à nous, enfin notre pion avec l'argent. Et le constat dans cette position, donc c'est vrai qu'on a donné une tour contre un général, donc matériellement c'est assez mauvais. Mais il y a énormément de compensation. Alors déjà, on peut voir que le fou va avoir un petit peu de mal à avoir une case sécurisée, parce que par exemple on pourrait essayer de l'attaquer, il serait obligé de venir là, et puis peut-être on pourrait l'enfermer avec le pion. Et les autres choses, c'est que il y a aussi le problème de cette case là. Alors pas avec l'or, plutôt soit avec un pion, soit avec plus nettement un fou. Hein. Si c'était à nous de jouer, je pense que le coup là, fou ici, qui menace de faire cette prise de lance, et qui probablement rend le fou encore plus instable, parce que s'il y a une lance, ça deviendra encore plus dur, est très intéressant. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est par exemple de défendre cette case, mais là, maintenant, il y a une fourchette ici,
Et encore une fois, on va réussir normalement là à promouvoir le fou, et ce fou là serait très instable et ça va nous donner du contre-jeu. Alors ça a été joué pas mal de fois, hein, ce genre de variante. Et ensuite les joueurs ont décidé que bon, c'était pas si intéressant, et à la place de parachuter le pion ici, ils ont commencé à jouer ce coup là directement. Alors l'idée est que bien sûr déjà on va réussir à échanger un pion, et avoir un pion en main. On garde d'ailleurs le pion en main parce que pour l'instant il n'y a pas réellement de menace, hein, on ne pourrait pas vraiment jouer ça parce que tout simplement l'adversaire pourrait jouer ça et ce pion là finalement va pas être très important. Alors même s'il prend, déjà on pourrait récupérer directement le pion, et puis s'il recule, ce coup là est envisageable pour aller récupérer le pion également. Donc c'est pas une vraie menace, donc les gens ont décidé de pas mettre ce pion et d'attaquer directement. Donc là par contre on est plus ou moins obligé de prendre, si on veut pas perdre. Les gens jouaient du coup quand même cette prise de pion, et là ici, après ce coup là de tour prend pion, on a un pion de plus avec Sente. Et ici alors il y a un petit problème, si on passe notre tour, ou même si on joue en fait la symétrie, si on veut jouer ce coup là, il y a un problème ici, en fait la menace c'est fou prend fou. Et quel que soit le général avec lequel on va reprendre, l'autre serait non protégé. Par exemple, si on prend avec l'argent, il y a ça. Et si on prend avec l'or, c'est encore pire, car il y a ça. Et on pourra même récupérer l'or après. Donc ici, déjà, il y avait un gros souci. Alors pendant des années, pas mal d'années, tous les joueurs jouaient ce coup-là. Alors ce qui est logique, en fait, c'est que on veut répondre à ce coup-là par le silver prend, et là maintenant l'or est défendu. Et en plus, au prochain coup on pourrait peut-être jouer ça. Par exemple si je passe mon tour, on va chasser la tour et on va même pouvoir reprendre le cavalier. Donc c'est un coup défensif mais qui garde quand même un petit potentiel offensif. Donc en fait, il n'y avait pas réellement d'intérêt d'échanger, et ici dans cette position, il y avait deux coups qui avaient été tentés. Le premier, c'est de jouer ce coup-là. Alors l'idée, effectivement, c'est que si jamais la tour décide de prendre ce pion, on a un coup qui est plutôt fort, c'est de reprendre là, et on a encore en fait ce problème. Tout simplement, soit la tour va prendre ici, soit elle va reprendre encore une fois l'argent. Donc en fait ça dévie un petit peu la tour, et on a un pion relativement avancé. L'autre coup aussi qui était beaucoup joué, c'était tout simplement de reparachuter ici. Et ici en fait le constat était assez mauvais pour Gothé en fait, parce que en fait on a une position qui semble un peu symétrique, mais finalement, Sente a réussi à avoir son pion de plus et n'a pas réellement de problème. Par exemple, on peut regarder très rapidement cette fourchette, qui pourrait être intéressante, surtout que maintenant, bon, ce coup-là a l'air beaucoup moins bien. Mais ici, en fait, tout simplement, il y aurait une contre-fourchette, et en fait, ça nous intéresse pas trop. Donc après ce constat, en fait, ce genre de Joseki était beaucoup joué quand même, ici. Et Kunio Naito, donc le joueur qui a gagné le prix Masuda, l'a gagné pour ce nouveau coup que l'on ne connaissait pas à l'époque. Alors il l'avait déjà joué une fois avant, mais il a eu réellement la lumière lorsqu'il a gagné une partie de titre grâce à ce coup, et c'est Fou 3-3. Alors, encore à l'heure actuelle, ce Joseki est énormément joué, et ce coup-là est le coup principal. L'idée derrière ce coup, c'est assez simple finalement, c'est on veut empêcher l'adversaire d'avoir cette espèce de tactique fou prend en 2-2, et avoir un général en l'air, mais on garde la pression en fait des deux fous, des deux diagonales qui sont là, et on menace de tout simplement d'aller regagner notre pion. Donc ici, Sente, s'il veut vouloir prétendre un avantage, donc par exemple s'il joue un coup qui sert à rien, cette prise de pion là maintenant redevient terrible, et en plus c'est lui maintenant qui menace la même tactique que de l'autre côté, donc fou prend fou. Donc en fait, ici, ce que les gens se sont dit, c'est que pour garder un avantage, il faut pouvoir protéger ce pion.
Et donc on revenait ici, et on essayait de protéger le pion. Et ici maintenant, la suite de l'idée, c'était on remet notre tour ici, et en fait on essaye, on a une tour qui est vraiment mobile, celle-là elle est beaucoup moins parce qu'elle tape sur son propre pion, et ce qu'on a envie de jouer en fait, c'est d'arriver sur cette colonne-là, donc si l'adversaire joue un coup qui n'est pas utile, nous on va pouvoir jouer ici, et ici on menace tout simplement de venir envahir la colonne. Dans cette position par exemple, l'adversaire va devoir défendre son cavalier, il peut pas jouer ce genre de coup parce que tout simplement la tour pourrait venir ici et faire promotion. Donc, pour éviter toute promotion, le coup le plus naturel ce serait celui-là. Et ce qu'on voit c'est que ça limite encore un peu notre tour. Donc là cette tour de Gothé est largement supérieure à la tour de Senté, et cela compense le pion de moins que Gothé a. Donc bien sûr en fait dès qu'on voit ce coup là, nous, on veut y aller nous-mêmes. Et donc ici, on menace le cavalier, donc il doit être défendu. La manière la plus efficace de le défendre, c'est de développer cet argent, hein, qui coupe du coup l'attaque de la tour. Et il y a une autre menace pour Gothé, auquel Senté doit faire face. Si jamais il joue un coup qui ne sert à rien, Gothé va jouer ce coup-là et va menacer Tokin au prochain coup. Et c'est assez fort et c'est très pénible de jouer contre ça. Donc c'est pour ça qu'on doit le bloquer, et le coup le plus naturel pour le bloquer, c'est de reparachuter à nouveau son pion. Donc pour bien comprendre pourquoi est-ce que ce coup est considéré comme meilleur, on va rejouer les deux Joseki à partir de cette position. Donc à droite vous aurez le Joseki, donc la nouveauté de Kunio Naito, et à gauche vous aurez le Joseki qui était classique. Donc dans la position de gauche, l'adversaire tout simplement revenait avec la tour, et on parachutait. Et dans le nouveau Joseki, après cette séquence, on obtient cette position. Donc on peut voir déjà qu'il y a une grosse différence entre les deux tours qui sont obtenues par Gothé. Sur l'ancien Joseki, on est revenu à la place traditionnelle, donc ce qui la rend beaucoup moins mobile par rapport à la variante en fait de Kunio Naito, qui est donc devant la ligne de pion, qui lui permet en fait de changer de colonne plus facilement devant la ligne de pion, et ainsi d'attaquer possiblement les pions adverses. En contrepartie, cette tour est peut-être aussi plus vulnérable à par exemple un échange de fous et une éventuelle fourchette qui pourrait arriver. Mais c'est considéré quand même d'avoir cette tour plus mobile comme un peu meilleure. L'autre point qui est assez important, c'est cette structure des trois pièces qui est pas la même. Donc dans la structure de gauche, il y a toujours un problème si jamais cette tour est déviée. Par exemple, on va faire partir, il y a toujours l'astuce tactique qu'on a vue, donc de la prise du fou, et qui permet en fait de gagner un général. Donc c'est toujours un thème récurrent. Dans la variante de gauche, par contre, il n'y a plus ce thème. Ce qui veut dire également que la tour pourrait effectivement, est beaucoup plus libre, pas besoin de surveiller cette pièce. Et donc il y a un petit problème pour Gothé, donc on va jouer des coups au hasard. Et si jamais par exemple l'adversaire arrête de défendre ce pion à ce moment-là, on peut toujours essayer de récupérer le pion avec cette combinaison. Donc, cela permet de récupérer le pion qu'on avait perdu au début. Et donc par rapport à la variante de gauche, même si ce pion n'est pas protégé, en fait, cette astuce là tactique ne marchera pas, tout simplement parce que ici en fait on peut tout simplement prendre à chaque fois ce général. Et donc c'est un mauvais coup. Donc en conclusion, pour revenir un tout petit peu avant, la position à partir de ce moment-là est considérée comme à peu près égale là, pour la variante de Kunio Naito, alors que la variante au tout début, celle-là, est considérée comme clairement un peu inférieure pour Gothé. Alors déjà parce qu'on a pris moins d'espace, et puis également l'adversaire va avoir un peu plus de facilité en fait à se développer, par exemple comme ça, et centraliser son argent, alors que dans la variante de Kunio Naito, ce genre de coup à chaque fois se heurterait à ce parachutage de pion qu'on vient de voir.
Et pour finir, je vous laisse avec la partie qui a permis du coup à Kunio Naito de gagner son titre et de gagner le prix Nasuda.